Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. La guéguerre s'est installée entre le président de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la désignation du juge de la Cour constitutionnelle. Et finalement, quelle composante entre le Sénat et l'Assemblée nationale doit désigner ce juge de la Cour constitutionnelle? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce face-à-face. Nous recevons Chris Mukendi, cadre de la FDCA de Modeste Bahati-Lukubu, président du Sénat. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et merci encore pour l'invitation et les privilèges que vous m'avez donné de passer à votre prestigieux plateau. J'espère que les Congolais seront édifiés autour de la question que nous aurons abordée. Merci Chris Mukendi d'entrée de jeu. Comment vous expliquez cet imbroglio entre le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, qui sont tous les deux membres parlementaires? Comment expliquez-vous cela? Comment cela est-il arrivé? Je ne voudrais pas ici utiliser des qualificatifs trop forts, mais face à cette crise qui est provoquée, laissez-moi quand même la liberté de considérer que c'est simplement du banditisme politique. Et ce banditisme qui s'installe au sein d'une institution aussi prestigieuse que le Sénat doit vite faire partie des oubliettes. Vous allez encore vous rappeler que la Cour constitutionnelle est née de l'éclatement de la Cour suprême de justice. La Constitution de la République avait prévu que la Cour suprême de justice devait être éclatée en 3 cours, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Lorsque cet éclatement a eu lieu, la Constitution, en son article 158, avait prévu que le membre qui devrait siéger à la Cour constitutionnelle devait provenir des 3 composantes. Composante président de la République, composante Parlement et composante Conseil supérieur de la magistrature. Donc, lorsque nous parlons du Parlement, au Congo, nous avons un Parlement bicaméral. Nous n'avons pas un Parlement monocaméral. Donc, lorsque la Constitution dit que les 3 juges doivent provenir du Parlement, c'est les 2 chambres du Parlement. On ne peut pas considérer aujourd'hui, avec les décès du juge
du juge Mungulu qui était désigné par le Sénat, que l'Assemblée nationale se précipite pour présenter un candidat qui n'est pas sénateur. Peut-être que c'est là que vient le problème. Mais effectivement. C'était le Sénat qui l'avait désigné ou le Parlement? C'est là où la compréhension doit venir. Non, c'est les congrès qui avaient désigné. En fait, chaque chambre, il y a eu des us et coutumes qui ont été établis au nom du bicaméralisme parlementaire, que l'Assemblée nationale devait présenter 2 candidats et le Sénat 1 candidat. Aujourd'hui, puisque nous parlons du remplacement, le remplacement, ça veut dire c'est une suppléance. On peut changer des mots comme ça. Hein, c'est une suppléance que nous sommes en train de faire. Je ne peux pas considérer un sénateur qui siège au Sénat, lorsqu'il décède, qu'un député qui n'est pas son suppléant vienne les remplacer dans une chambre à laquelle les députés n'appartiennent pas. Donc aujourd'hui, nous avons au sein de la Cour constitutionnelle 2 juges qui émanent de l'Assemblée nationale pour les comptes du Parlement, mais le Sénat n'est pas représenté. Je crois que ce qui a prévalu au choix, équitable de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'était pour garantir l'équilibre institutionnel. Parce qu'on ne peut pas parler du Parlement lorsque nous prenons tous les juges qui proviennent d'une même chambre. C'est là, aujourd'hui, le problème. Mais nous considérons aussi qu'au-delà de la littérature de loi, au-delà de... Peut-être, n'est-ce pas une faiblesse de la loi, les règlements peut-être intérieurs qui régissent le Congrès, n'est-ce pas, excusez-moi, n'est-ce pas celui qui accuse certaines faiblesses? Non, je ne pense pas. Parce que le président de l'Assemblée nationale vous accuse d'avoir mené une démarche unilatérale sans l'avoir associé au débat. Pour ça, peut-être qu'il y a ce problème. Voilà, j'ai vu la correspondance du président Mbosso qui évoque l'article 42 du règlement intérieur du Congrès. Cet article ne peut être évoqué seulement dans l'hypothèse où le Parlement désigne les 3 membres qui doivent siéger à la Cour constitutionnelle. Mais là, nous ne sommes pas dans le cas d'une désignation des 3 juges. Mais cet article-là aussi ne vaut que lorsqu'il s'agit du renouvellement des juges. Mais nous sommes dans un cas où le Sénat doit remplacer seulement. C'est comme ça que nous utilisons beaucoup plus le mot suppléance. Parce que je crois que lorsque nous parlons du remplaçant, ça prête un peu à confusion. Il faut parler en termes de suppléance pour que les uns et les autres comprennent quelle est la chambre qui doit pourvoir à cette suppléance-là. Dans la mesure où, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la Cour constitutionnelle, siègent déjà les 2 députés qui sont venus de l'Assemblée nationale. Si nous prenons encore un 3e juge qui vient de l'Assemblée nationale, ça veut dire que nous consacrons un déséquilibre institutionnel au sein de la Cour constitutionnelle. Donc il est obligé que parmi les 3 juges, il y ait au moins un qui vient des 2 chambres. Mais effectivement, sinon nous ne parlerons pas du Parlement. Nous serons obligés en ce moment-là, de modifier l'article 158 de la Constitution. À la place de parler du Parlement, nous devrions alors parler de l'Assemblée nationale. Donc voilà, donc nous avons un Parlement bicaméral et les constituants ont voulu assez que l'équilibre institutionnel soit préservé, mais si nous allons dans la démarche de l'Assemblée nationale à valider un autre député, donc nous déséquilibrons la présence la présence du Sénat au sein de l'institution Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi. Mais il faut aussi non pas singulariser les débats, parce qu'aujourd'hui, les débats est individualisé. C'est-à-dire on dit Bahati. C'est lui le président du Sénat. Ce n'est pas Bahati. C'est lui qui représente le Sénat. Ce n'est pas Bahati. Aujourd'hui, c'est une décision du Sénat. La plénière ici. Mais c'est la plénière du Sénat. La plénière, elle est souveraine. C'est la plénière du Sénat qui a siégé et qui a choisi les sénateurs qui doivent remplacer les sénateurs. Pourquoi le Sénat n'a-t-elle pas... Et ce choix a été sanctionné par un PV. Et le président du Sénat n'a fait que transmettre ces noms à l'Assemblée nationale pour préparer les congrès qui doivent en principe entériner les choix du Sénat. Pourquoi le Sénat n'a-t-il pas préalablement informé au bureau de l'Assemblée nationale que nous convoquons une plénière à laquelle nous allons désigner le remplaçant du juge Mungulu, plutôt Polycarpe Mungulu, à la Cour constitutionnelle? Les 2 chambres sont autonomes sur leur mode de fonctionnement.
le président du Sénat n'est pas tenu de dire au président de l'Assemblée nationale qu'aujourd'hui, l'ordre du jour de notre plénière comporte tel point, tel point. Non, non, pas du tout. Parce que justement, Pas du tout. la question qui les réunit, c'est une question qui est, je dirais, transversale. Ça concerne les deux chambres. Mais il y a pas, non, non, ça va concerner les deux chambres dans l'hypothèse où le Congrès est convoqué. Mais le remplacement, comme j'ai eu à le dire, c'est un sénateur qui est décédé. Je ne peux pas comprendre. Je ne sais pas par quelle magie, par quel mécanisme vous pouvez comprendre qu'un sénateur se fasse remplacer par un député. Voilà. Et je dis aussi, ce qu'on doit préserver, c'est l'équilibre institutionnel. Cet équilibre institutionnel passe par la représentation au sein de la Cour constitutionnelle de l'institution Parlement bicaméral. Donc, Sénat voilà. et Assemblée nationale. Sénat et Assemblée nationale. Donc, procéder autrement, c'est, comme j'ai dit, consacrer le monocaméralisme. Mais au-delà de tout ce qui est droit, au-delà de tout ce qui est français, littérature, tout ce qui est bon sens, oui. Je crois qu'il y a une politique derrière, il y a des officines qui travaillent pour qu'ils puissent prendre les contrôles de la Cour constitutionnelle. Hein? Je ne sais pas dire exactement qui travaille dans ce sens-là, mais nous notons dans la démarche. Politiquement parlant, vous êtes tous au sein de l'Union sacrée, que ce soit Mbosso ou Bati. Quand vous dites ça, voilà, ça fait quand même réfléchir. Je vais vous faire quelques confidences. Nos amis du MLC, ils considèrent que Polycarpe Mongoulou était sénateur du MLC. Et que si demain, le Sénat doit remplacer un sénateur ou le Parlement doit remplacer un délégué à la Cour constitutionnelle, il faut que ces délégués viennent du MLC. Qu'ils soient députés nationaux ou sénateurs. Voilà. C'est là maintenant les pièges. On peut donner raison au MLC, d'accord. Mais est-ce que lorsque le sénateur Mongoulou a été désigné, a-t-il été désigné parce qu'il était MLC ou sénateur, ou parce qu'il était juge, ou il était, pardon, magistrat, c'est alors qu'il a été désigné pour siéger pour le compte du Sénat? Ça, c'est la première question. La deuxième approche pour nos amis du MLC, ils se sont dit, puisqu'on doit garantir aussi la géopolitique, dans la mesure où Polycarpe Mongoulou venait de l'Équateur ou de la Mongala, oui. Il faut que la personne qui les remplace provienne aussi de la Mongala pour préserver cette géopolitique. Malheureusement, au sein du Sénat, il n'y a aucun sénateur MLC qui est de la Mongala. Malheureusement. Malheureusement pour les MLC. Alors, qu'est-ce que le MLC va faire? Et Valentin Guérengo n'est pas de... Il est élu de Kinshasa. C'est un Équatorien, mais élu de Kinshasa. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le MLC va maintenant aller choisir quelqu'un du MLC, mais qui ne siège pas au Sénat, qui siège à l'Assemblée nationale, pour le présenter comme le candidat du MLC en remplacement de notre candidat MLC décédé. Voilà l'erreur. Et je crois que tout l'imbroglio est parti de là. Et malheureusement, je ne sais pas, l'Assemblée nationale, toute l'intelligence qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale n'a pas vu cet aspect. Je ne sais pas s'ils l'ont laissé passer par déjà ce vendredi, défi. Mais déjà ce vendredi, le Congrès est convoqué. Est-ce que ce problème a-t-il été levé ou bien on va vers le forcing? J'imagine que les deux chambres ont pu trouver un compromis. C'est alors qu'ils ont convoqué le Congrès, j'imagine. Mais nous le saurons tous demain, lors du Congrès, nous saurons si laquelle des chambres va finalement présenter les candidats. Mais comme nous l'avons dit, nous tenons à l'équilibre institutionnel, nous tenons à ce que les deux chambres du Parlement soient représentées au niveau de la Cour constitutionnelle. Sinon, en tout cas, il faut aller au-delà de ce qui sera fait demain pour que désormais soit dit clairement dans la Constitution qu'à la Cour constitutionnelle ne siégera que les députés qui proviennent de l'Assemblée nationale. Donc, d'une part, donc ça nous appelle à la modification de la Constitution. Vous reconnaissez implicitement que la Constitution a certaines faiblesses en cette matière-là de désignation. La Constitution n'a pas de faiblesse. C'est comme par exemple l'article 70 de la Constitution qui dit que les mandats du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. La Constitution est claire. Mais il y a de ceux qui pensent que Kabila doit encore revenir au pouvoir.
Et avec, Voilà, ils disent que rien n'a été dit dans la Constitution. Mais c'est pratiquement la même chose. La Constitution dit le Parlement. La Constitution n'a pas dit l'Assemblée nationale. Si la Constitution avait dit l'Assemblée nationale, ok, on aurait accepté que l'Assemblée nationale puisse présenter un candidat qui puisse compétir avec les candidats du Sénat. Mais là, nous sommes dans un cas de remplacement et le Parlement, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Mais au-delà de tout ça, vous avez parlé du cas du MLC, mais quel est l'avantage pour un parti politique, quel peut être l'avantage pour un parti politique ou pour une institution d'avoir un juge qui vient qui provient justement de son institution au sein de la Cour constitutionnelle? Quel peut être l'avantage pour un parti politique ou pour une assemblée ou une institution, pardon? Personnellement, je suis pour le respect des institutions. Et je sais que la Cour constitutionnelle est une cour indépendante. C'est la justice. Mais vous savez, les politiques voient clair dans les noirs, alors que nous voyons clair pendant les jours. Il s'est fait que la Cour constitutionnelle a pour mission de confirmer les résultats qui seront proclamés par la CENI, des contentieux électoraux. Donc, lorsque la CENI publie les résultats, la CENI ne publie que les résultats provisoires. Mais il revient à la Cour constitutionnelle de publier les résultats définitifs. Donc, je considère, je ne vais pas prêter des intentions aux uns aux autres, mais je suis en train de faire une lecture beaucoup plus poussée pour croire que certains voudraient avoir au niveau de la Cour constitutionnelle des représentants qui pourront préserver leur victoire ou garantir leur victoire. Mais s'il faut aller loin dans la réflexion, qui pourraient tricher pour eux aussi. Vous savez que le processus électoral chez nous au Congo, on n'a pas encore atteint les niveaux de perfection dans les résultats. Donc, moi, je considère que pour certaines personnes, ils disent qu'il faut avoir des gens à la CENI, il faut avoir des gens à la Cour constitutionnelle pour avoir les meilleures assurances que leurs résultats des élections seront soit préservés, soit ces personnes pourront travailler pour eux. Donc, voilà, c'est une sorte que... La politique s'installe ou s'invite aussi au sein des institutions indépendantes, malheureusement. Donc, ça, c'est ma lecture. Hein. En tout cas, c'est comme un politique averti. Je peux voir très bien aussi, mais ce n'est pas le point de vue pour les Sénats, mon regroupement politique. Tout à fait. Mais pour le Sénat, nous sommes en train de plaider. Nous sommes en train de plaider pour le Sénat, nous sommes en train de plaider pour l'équilibre institutionnel. Voilà. Donc, on ne peut pas comprendre que les institutions qui sont reconnues par la Constitution puissent être discriminées. Hein, parce que, au nom d'une certaine, je sais pas, majorité, semble-t-il, au nom d'un certain pouvoir que la population aurait accordé à l'Assemblée nationale, pouvoir que le Sénat n'a pas. Non. Ça, c'est la volonté du constituant qui a voulu à ce que les choses se passent comme ça. Et je ne vois pas le Sénat et l'Assemblée nationale aller dans un vote, dans une chambre qui compte 500 députés, qui va dans une compétition avec une chambre qui compte 108 membres. La victoire sera écrasante. Hein. D'un côté, nous savons si ça sera de quel côté, mais il faut aller dans les respects des textes prévus pour assurer, comme j'ai dit, garantir l'équilibre. Mais si ce problème persistait, comment peut-on entrevoir penser à une solution qui mettra tout le monde d'accord? Dans la mesure où il y a déjà un congrès qui est prévu demain, je crois que la crise a été résolue, je présume. Mais si la crise persiste, je crois que la Constitution a donné le pouvoir au chef de l'État de pouvoir garantir le bon fonctionnement des institutions à travers son arbitrage. Il reviendra au chef de l'État de pouvoir départager les uns et les autres, en tout cas selon le droit. Selon le droit, ce sera le chef de l'État de départager les uns les autres. Est-ce que y a-t-il pas une solution qui pourra venir, je dirais, du corps de l'Assemblée, de vous-même, pardon, pas de vous-même, des deux chambres du Parlement eux-mêmes, ou elles-mêmes, si elles se réunissent, ne peuvent-elles pas elles-mêmes essayer de trouver la solution au cas où le chef de l'État laissait le soin à ces deux chambres de trouver la solution? On va toujours rester dans ce croisement, dans cet entrecroisement. Je reste dans l'hypothèse où la crise est déjà résolue.
Mais pour répondre à ta question, je me dis, j'ai suivi personnellement les interventions des députés nationaux à travers les médias. Ce matin encore, ou cet après-midi avant de venir à votre émission, j'ai suivi Deli Sesanga, la question lui a été posée. Mais les députés n'ont pas pu répondre à la question. Voilà. On lui a posé la question, qui des Mbosso et des Bahati a raison? Voilà, je me disais, enfin, j'ai en face de moi un député rationnel, intelligent. Deli Sesanga, vous les connaissez tous, un homme brillant. Tout à fait. Voilà. Je m'attendais à avoir une réponse précise. Je n'ai pas obtenu des réponses. Et j'ai compris que dans ces débats s'invite le fait qu'on soit partisan d'une chambre ou d'une autre. Aujourd'hui, les débats n'est plus la raison, n'est plus le respect de la Constitution. Les débats, c'est soit qu'on appartient à une chambre, soit qu'on appartient à une autre. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il a dit que vous avez entendu? Parce que vous n'avez pas été satisfait. Non, mais la question à laquelle il a été posé, Non, mais il appelle les deux présidents au sens de la mesure, simplement. Voilà, ça, c'est pas une réponse. Moi, j'attendais à ce qu'ils disent, le Sénat a raison, puisque c'est le cas. Mais puisqu'il est député national, il s'est dit, bon, si j'ai dit que le Sénat a raison, comment mes pairs de l'Assemblée nationale pourront me regarder demain? Comment ils vont réagir après? Voilà, je crois qu'il s'est posé autant de questions, auxquelles lui-même il a trouvé des réponses qu'il a données à la population. Il a dit que les deux présidents devraient... C'était une surprise pour vous. C'était une surprise, parce que moi je pense que les hommes d'État, ce sont des hommes qui s'assument aussi. Il faut s'assumer en politique. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Même si c'est un vote les blancs ne deviennent pas jaunes parce que vous portez des lunettes. Pas du tout. Même si ça va à votre désavantage. Mais bien sûr, j'aurais bien voulu... parce qu'il a laissé la population sur sa soif. Je crois qu'une grande partie de la population croit à l'intelligence de Deli Sesanga. Je crois que la population attendait recevoir un peu de lumière. On peut comprendre que les autres députés s'embrouillent autour de la question, mais pas Deli Sesanga qui est un brillant juriste. Donc, j'ai compris que la question, elle est devenue beaucoup plus partisane, soit que l'on soit de la chambre basse, soit qu'on soit de la chambre haute. À supposer que le Sénat aujourd'hui est rétabli dans ses droits, comme vous le souhaitez bien, est-ce que vous ne pensez pas que ces députés nationaux de la Mongala qui ont désigné le juge qui devait remplacer Mongolo ne soient pas frustrés? Non, mais déjà, ils ne sont pas compétents pour faire ce qu'ils ont eu à faire. C'était entériné par le bureau de l'Assemblée nationale. Non, mais d'abord, il ne revenait pas à l'Assemblée nationale de proposer les remplaçants. De un. De deux, aucune disposition du règlement intérieur du Congrès dit qu'il faut que les ressortissants d'une province se retrouvent entre eux pour nous proposer... Mais élus du peuple, justement. Non, moi je suis dans ce qui est prévu. Tout ce que vous dites là, c'est très bien, c'est bien beau. Mbosso les rappelle dans ses correspondances, même si ça viole la Constitution, même si ça viole le règlement intérieur du Congrès, mais il prend quand même le soin de les rappeler. Il nous informe qu'ils ont violé les règlements intérieurs du Congrès, qu'ils ont violé la Constitution. Mbosso nous les rappelle dans sa correspondance. Mais peu importe, cette chambre-là n'était pas compétente pour désigner le remplaçant. Vous avez suivi le député national Eliezer Tamboué? Malheureusement encore. Ce n'est pas une bonne référence autour de cette question. Il a évoqué le règlement intérieur. Vous savez, je suis expert des questions parlementaires. Okay. Je participais à la rédaction de la Constitution, l'avant-projet de la Constitution. En 2005 2005, l'avant-projet. J'ai participé à plusieurs commissions liées au vote de loi, des textes. Je connais l'esprit, je connais la lettre. Voilà, je suis mieux placé pour en parler. J'ai suivi les députés dont vous parlez, c'était une déception, simplement. Comment ça expliquez-vous un peu? Non, mais j'ai dit, les débats aujourd'hui est orienté selon que l'on soit de la chambre haute ou de la chambre basse. Ce n'est plus le droit. Ce n'est plus de la rationalité. Ce n'est plus une logique. Je pose la question, comment est-ce que lui, député national, oui, peut se faire remplacer, peut se faire suppléer demain par quelqu'un qui n'est pas de cette chambre-là si jamais il perdait son mandat. Par exemple, on ne dit pas, bon, on évite les cas de décès, on prend par exemple les cas d'empêchement définitif. Est-ce qu'on peut prendre un sénateur pour venir remplacer un député à l'Assemblée nationale? Inexplicable. C'est inexplicable. C'est effectivement ce qui se passe. Mongolo est un sénateur
Donc, il revient aux uns et aux autres de garantir. À qui profite cette cacophonie entre les deux chambres du Parlement? Je crois qu'au-delà de la cacophonie, il y a une guerre aussi qui est orientée vers Modeste Bahati. Comment ça? Dans le sens de les fragiliser. Mais ce que les amis oublient, c'est que ce n'est pas Bahati sur qui il tire sur l'institution Sénat. C'est ça la vérité. Et je donnerai raison à Mbeka qui dit alors supprimons le Sénat. Voilà. Si vous pensez que le Sénat n'a aucun rôle à jouer dans la stabilité des institutions, je rappelle ici qu'en 2015, ce pays a failli être embrasé à cause d'une mauvaise loi votée à l'Assemblée nationale qui conditionnait les élections au recensement. Ni t'était la sagesse du Sénat, ni t'était c'est pas la finesse dans les débats du Sénat et le point qui a tenu compte du bruit de la rue. Ces pays seraient aujourd'hui embrasés parce que l'Assemblée nationale avait voté une loi conflictogène. Donc, je crois que le Sénat a tout son sens. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, les gens qui siègent à l'Assemblée nationale, peut-être pour la plupart, sont venus dans le monde parlementaire, ne comprennent même pas l'essence de ces bicaméralismes aujourd'hui. C'est quand même très fort. Effectivement. Ce sont des élus du peuple. Vous savez, non, je ne refuse pas. Un élu du peuple peut aussi apprendre. Vous savez que ceux qui travaillent dans les administrations sont les plus outillés que les députés qui viennent. C'est ça la vérité. Les experts se trouvent au bureau d'études. Les députés nationaux qui ont fait trois mandats. Un député 2006, peut faire 3 mandats et ne deviendra pas plus spécialiste que le secrétaire général qui a fait carrière là-bas. Il connaît les arcanes du Parlement, les procédures, les mécanismes. Est-ce que vous savez que même les textes qui sont lus par les présidents de l'Assemblée nationale sont préparés par l'administration? Vous le savez? On appelle ça aide-mémoire. Les plénières du Sénat, les plénières de l'Assemblée nationale sont préparées par l'administration. Donc, c'est là où se trouve l'expertise. Mais malheureusement, lorsque les parlementaires arrivent, ils se croient être au-dessus de ces experts. Malheureusement. Donc, je crois que les politiques qui réussissent sont des politiques qui font leur action sur l'administration, sur les services techniques, les bureaux d'études, les bureaux des commissions, qui régorgent l'expérience parlementaire. Tout à fait. Maintenant, donc, j'ai dit, l'essence du bicaméralisme, c'est quoi? C'est pour perfectionner la loi, améliorer la loi. J'entends les débats aujourd'hui sur... l'amélioration de la loi. Voilà. Déjà, quand je prends un exemple. Quand une loi passe devant 500 personnes, c'est 500 personnes, je prends la moyenne, plus ou moins 250 ou 300 personnes qui écoutent une loi, qui apportent leur amendement. Quel est l'intérêt que cette loi passe à nouveau devant, entre les mains d'une centaine d'autres personnes? Est-ce que n'est-elle pas suffisamment filtrée au sein de l'Assemblée nationale? D'où la question de l'intérêt du Sénat. Vous suivez, avant que les plénières ne commencent, vous avez déjà suivi une plénière de l'Assemblée nationale où les 500 députés étaient présents? Non, généralement, c'est... Sur 500 membres qui composent l'Assemblée nationale, 500 sont présents. Non, jamais. 350, 400. Ça peut arriver à 420, 450. Mais jamais le quorum des 500 n'a été atteint. Et parmi les 400 ou les 300 qui prennent part, combien participent au débat? Il y a des députés qui, lorsqu'on leur donne la documentation, ils prennent la documentation et mettent dans les sacs. Ils attendent les jours de oui ou non. Qui sont pour? Qui sont contre? Donc, ça veut dire, je ne vais pas jeter de l'opprobre sur nos députés. Il y a des députés brillants à l'Assemblée nationale. Il y a aussi des sénateurs très brillants. Mais j'ai dit, les législateurs ont voulu à ce que nous puissions avoir les systèmes bicaméral pour permettre à ce que la loi soit bien ficelée, pour que la loi soit potable. Voilà. Donc, la navette qui est engagée entre les deux chambres, une loi qui quitte l'Assemblée nationale, qui va vers le Sénat, est améliorée. Aujourd'hui, nous avons les députés qui fustigent le fait qu'à l'Assemblée nationale, la loi électorale n'a pas été, en tout cas dans l'examen, il y a beaucoup d'innovations qui ont été supprimées et certains ont quitté la salle.
Mais notamment la loi a encore... La loi... Ceux du G13 qui ont proposé justement cette mais j'ai loi. dit, la procédure législative n'est pas encore finie. Ceux qui considèrent que il y a des imperfections au niveau de la loi qui passent à l'Assemblée nationale peuvent se rattraper au niveau du Sénat. C'est ça l'avantage des deux chambres. C'est l'avantage. Justement, donc, sur cette question... des déficits qui sont constatés au niveau de l'Assemblée nationale peuvent être corrigés au niveau du Sénat. Les déficits qui sont constatés au niveau du Sénat peuvent être corrigés au niveau de l'Assemblée nationale. Justement. C'est ça l'avantage d'un Parlement bicaméral. Justement, la question de désignation du juge constitutionnel peut également être celle qui va réveiller peut-être un conflit perpétuel entre les deux chambres du Parlement. Il y a beaucoup de lois qui sont en gestation, qui pourront bientôt être débattues au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Déjà, je prends la loi sur la loi électorale qui est à la commission PAJ. Demain, elle arrivera au Sénat. Ne craignez-vous pas que nous puissions vivre les mêmes scènes ou la même scénario? Parce que à l'Assemblée nationale et le Sénat ne comprennent pas les choses de la même manière. La loi a tout prévu en ce qui concerne le vote de loi. La loi a tout prévu. Mais je voudrais un peu revenir sur ces déficits ou cette crise qui est créée. Chaque fois que nous sommes en face d'une crise, je crois que ça doit réveiller notre intelligence et notre vigilance. Tout à fait. Je comprends qu'au Congo, les gens se cachent derrière les mots au Congo. L'effet de dire seulement que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois, pour certains, ils disent qu'il peut avoir un autre mandat plus tard. Donc, il faut que dans la loi, que nous puissions dire que celui qui a été déjà président ne sera plus jamais candidat président. C'est ça le Congo. Donc, on veut que tout soit dit. Et en rapport avec l'article 158 de la Constitution, moi je dis, alors cet article doit être modifié pour dire que 3 juges doivent venir du Sénat, dont 2 à l'Assemblée nationale et 1 au Sénat. Et on aura résolu le problème. Parce que je crois que... C'est très vague. Mais non, justement, les gens se cachent derrière le mot. Quand on dit Parlement, pour eux, Parlement, ce n'est pas le Parlement bicaméral. Ils vont venir avec des théories ici, vous bombarder des théories, je ne sais, importées de quel pays pour dire le Parlement, c'est pas seulement le Sénat, hein, c'est seulement le Parlement. Voilà, ça peut être, les 3 juges peuvent tous venir de l'Assemblée nationale, il n'y a aucun souci. Il y aura des théories qui seront développées ici et avec un bon français, les Congolais vont dire, mais ce gars-là, il est intelligent. Et il a raison. Tout simplement parce qu'il parle bien. Et pourtant, le Parlement, c'est un Parlement bicaméral. Donc moi, je dis, à chaque fois que nous sommes confrontés à une crise, à chaque fois que nous sommes confrontés à un problème d'interprétation des textes, vous allez voir pour une affaire aussi petite, on va écrire à la Cour constitutionnelle pour nous interpréter ça. C'est quoi le Parlement? C'est ça les Congolais. Voilà, donc avec toute l'intelligence que nous avons là-bas, on va encore se référer à la Cour constitutionnelle pour qu'ils nous interprètent cet article 158. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle entend par le Parlement? Voilà, mon cher ami. Voilà comment, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts des partis politiques, nous réduisons même notre propre intelligence parce que nous ne voulons pas voir les uns et les autres quelque part. Nous disons, bah, il faut les fragiliser. Mais ce n'est pas Bati que vous fragilisez. C'est le Sénat. Vous fragilisez le Sénat. Vous consacrez ou vous êtes en train de désacraliser l'équilibre institutionnel parce que vous donnez trop de pouvoir à l'Assemblée nationale et vous dites, les messages que vous lancez, c'est quoi? C'est que le Sénat n'est pas important. On va essayer de rester sur la loi électorale. Qu'est-ce qui va se passer si la même chose se reproduit? Je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que les élections, c'est l'épineuses question. Bon, voilà, je disais que la loi a tout prévu. La loi a tout prévu, La loi a tout prévu. Lorsque une loi est votée à l'Assemblée nationale et qu'elle arrive au Sénat et que le Sénat les vote en des termes divergents, on met en place une commission mixte paritaire pour aplanir les divergences. Okay. Là c'est clair. Ça, c'est pour la loi. Donc, ils ont voté en supprimant toutes les innovations qui ont été apportées par le G13. Au Sénat, le Sénat ramène toutes les innovations qui ont été supprimées par l'Assemblée nationale. Il faut nécessairement qu'il y ait une commission mixte paritaire pour aplanir maintenant les divergences. Voilà. Donc, lorsque les divergences sont aplanies, OK, ça devient une loi que tout le monde vote et le président de la République promulgue. Mais lorsque les divergences divergent, l'Assemblée nationale campe sur sa position.
Le Sénat campe sur sa position. La loi a, pour cette fois-là, donné plus de pouvoir à l'Assemblée nationale de pouvoir décider du sort de la loi. L'Assemblée nationale peut décider pour dire, OK, nous prenons la proposition du Sénat. Ou elle peut garder sa propre proposition pour dire, non, non, nous ne voulons pas ce que le Sénat a fait, nous gardons ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce qui va se passer. Il reviendra maintenant au président de la République, qui peut... Donc, pour dire que, en tout cas... Le dernier recours, c'est le président de la République, qui, s'il constate que cette loi qui a été votée est porteur de conflit, porte des germes de conflit, il peut renvoyer encore la loi au Parlement pour une seconde lecture. Mais avec des propositions aussi pour dire, en tout cas, cette loi, si nous la votons comme ça, il y a risque que le pays s'embrase. Hein, il y a déjà des manifestations dans la rue, il y a des manifestations dans les pays, il faut calmer les ardeurs des uns des autres. Je renvoie ces textes pour que l'Assemblée nationale puisse amender encore pour une seconde lecture. Voilà. Donc, c'est comme ça que les jeux des textes se passent au niveau de l'Assemblée nationale, le Sénat et le président de la République qui promulgue. Donc, voilà. Donc si l'Assemblée nationale campe sur sa position en rapport avec la loi électorale, donc la procédure, c'est comme je viens de l'expliquer. Mais pour l'instant, il y a encore un problème, M. Chris Mukendi. Si on doit saisir la Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui incomplète au moment où nous parlons, ça sera difficile que nous puissions trouver... La Cour constitutionnelle est peut-être incomplète, mais son quorum lui permet de siéger. Parce que pour siéger, il faut un quorum. Déjà, je n'ai pas les règlements intérieurs de la Cour, je voudrais bien l'avoir pour les lire aussi, mais je crois que leur quorum, je crois que c'est les 3/4, les 3/4 de membres qui composent la Cour. Donc, dans la mesure où les 3/4 sont déjà dans la composition de la Cour, je crois que la Cour peut toujours trancher. D'accord. Chris Mukendi, vous êtes, comme vous l'avez dit, expert des questions parlementaires. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux députés nationaux aujourd'hui qui semblent ne pas comprendre cette question, semble plutôt, je dirais, jeter l'opprobre sur le Sénat dans cette procédure de désignation du juge constitutionnel. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire clairement sous base des textes comme appui, comme soubassement? Non, je note simplement que c'est de la mauvaise foi. Je n'ai rien à leur dire, ils connaissent la loi. Non, vous, ils sont législateurs. En tant qu'expert des questions... Non, non, en tant qu'expert, oui, mais c'est eux les législateurs. Ce n'est pas l'administration qui légifère, c'est les députés, c'est les sénateurs. C'est eux les législateurs. Et vous savez, un politicien, c'est comme un pasteur. Un pasteur qui ne lit pas sa Bible, c'est un pasteur faible. C'est un pasteur qui manque de puissance. Parce que la Bible du député, la Bible du sénateur, c'est sa constitution. C'est le règlement intérieur du Sénat, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Malheureusement, nous avons des députés qui ne lisent même pas cette constitution. Malheureusement. C'est comme des pasteurs qui ne lisent pas la Bible. Voilà pourquoi ces genres de pasteurs s'évertuent à faire beaucoup de bêtises dans la ville. Vous trouvez des pasteurs qui sont dans les divertissements, dans les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Donc, un député qui ne lit pas la Constitution, un député qui ne prend pas le temps de lire toute la documentation du Parlement, c'est un député faible. Voilà. Et ceux qui lisent les textes, nous les voyons à travers leur passage dans les médias. Dans les médias. Vous sentez que celui-là, il est efficace. Celui-là, il a le temps de lire. Celui-là maîtrise. Celui-là, et celui qui ne maîtrise pas, il vient faire du populisme à la plateau de télévision. Voilà. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup d'émissions à Lingala qui créent, qui a favorisé aussi... Justement, j'aimerais quand même qu'on puisse essayer d'évoquer cette question telle que les propose la CENCO et les CC, puisque nous parlons loi, nous parlons élection. La loi électorale est à l'Assemblée nationale, mais il y a des voix qui se lèvent pour demander un consensus qui va au-delà du Parlement. Est-ce qu'on peut envisager cela aussi pour que nous ayons des bonnes élections? Ce qui nous divise avec ceux qui cherchent le consensus hors cadre institutionnel,
C'est simplement les faits qu'ils veulent le faire ailleurs. Et transformer l'Assemblée nationale et le Sénat pour des caisses de résonance de ce qui fait dehors, de ce qui est fait dehors. J'ai vu par contre des groupes ou des regroupements politiques qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale, qui n'ont aucun représentant, venir auprès du président Mbosso, venir auprès du président Bahati, déposer leurs propositions pour des réformes en cours. Voilà. Le cadre qui a été prévu pour apporter des réformes dans les pays... C'est une démarche que vous saluez, une démarche salutaire. Nous les félicitons. Hein, je cite notamment les amis de Germain Kambinga, Yves Kissombe, hein, le groupe du centre, hein, regroupement les centres. J'ai vu aussi Constant Moutamba avec Sanojek hein, faire la même démarche, venir déposer. Malheureusement, ceux qui demandent à ce qu'on puisse avoir un consensus hors cadre institutionnel ont des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, curieusement. Mais qui sont minoritaires. Le problème, ce n'est pas une minorité. Ils craignent que ça ne passe pas, le problème, c'est la pertinence de vos propositions. Est-ce que la pertinence compte dans un hémicycle où vous avez beaucoup de députés qui viennent d'une famille politique et donc le raisonnement est presque le même? Mais au-delà de la pertinence, on ne va pas aujourd'hui remettre en cause les principes démocratiques. Les principes démocratiques qui consacrent une majorité qui dirige et une minorité qui contrôle, qui suit. Qui subit. Mais voilà, justement. On a connu dans ces pays des réformes électorales. Vous allez encore vous souvenir qu'en 2011, nous sommes passés des 2 tours des élections à un seul tour, juste par la volonté de la majorité au pouvoir. Voilà, l'opposition de l'époque a quitté la salle. C'est pratiquement les mêmes choses qui se répètent aujourd'hui. Mais justement, c'est parce que les cadres prévus pour des réformes, c'est à l'Assemblée nationale. Mais aussi, il ne faut pas nier le fait que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont majoritaires, exercent une certaine influence dans tous les textes qui sont votés dans les pays. Voilà, et il faut accepter. La minorité doit être sportive pour dire, OK, nous avons apporté nos propositions, mais au nom du principe de la majorité, même si la majorité ils nous ont écrasés. Même si la majorité populaire était contre une loi votée à l'Assemblée nationale, doit-on passer parce que justement, c'est eux qui ont l'impérium. Mais est-ce que vous avez jaugé cette majorité populaire qui a dit non à ce qui est fait à l'Assemblée nationale? Pas du tout. Ce qui se passe, ce sont des discours des politiciens qui parlent au nom du peuple alors que le peuple ne les a pas mandatés aussi. Voilà. Quand les politiciens disent le peuple, ok, d'accord. Vous avez vu les activités tout récemment du bloc patriotique le 6 mai à l'Assemblée nationale. Ils étaient au nombre de combien? C'est ça les peuples? Non, ça c'est pas le peuple. Ça, ce sont des militants, des membres des partis politiques qui viennent pour revendiquer des intérêts politiques. Qui ont des bases assez larges dans le pays. Et donc, ils ont quand même... Mais en 2015, nous avons vu le peuple, en 2015. Le peuple a changé la donne. Parce qu'il y a une loi qui voulait nous imposer le recensement, et le peuple a parlé dans la rue, et vous avez vu que la donne avait changé. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on a en face des gens qui se disent opposants, que moi je considère même pas opposants, parce que si n'eût été l'effet que Tshisekedi avait rompu la coalition avec nos amis du FCC, il serait encore au pouvoir aujourd'hui. Donc ce sont simplement des frustrés qui viennent exprimer leur frustration, mais ils ne font pas de l'opposition. Quelle est votre lecture des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale? Vous avez en 2006 un Parlement qui généralement était en train de voter toutes les lois que proposait le FCC à l'époque, ou le majorité présidentielle à l'époque. En 2011, pratiquement la même chose. Et aujourd'hui, on est en 2023, il y a pratiquement changement de camp de pouvoir. Quelle est votre lecture? Est-ce que nous sommes dans la continuité ou bien il y a changement depuis que le président Tshisekedi, depuis qu'il y a alternance pacifique au sommet de l'État, dans la pratique parlementaire? Dans la pratique parlementaire, j'ai dit que nous sommes encore en train d'expérimenter notre 3e phase d'apprentissage. Parce que vous savez, les pays des vieilles démocraties qui ont déjà 100 ans de démocratie ont acquis une certaine stabilité. Mais nous avons dans notre pays une opposition qui fait beaucoup plus de la diabolisation que de l'opposition. C'est-à-dire? Voilà. De l'intoxication, de la diabolisation,
Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'en démocratie, il y a toujours une majorité qui triomphe, une majorité qui dicte sa loi. J'ai fait de l'opposition. Maintenant, je suis au pouvoir, je comprends mieux les choses tout en étant au pouvoir. Il y a des choses que nous avons fustigées puisque nous étions à l'opposition, Oui. qui, normalement, sont des principes démocratiques. Par exemple, au Parlement. C'était une erreur que vous commettiez à l'époque. Non, mais c'est une grosse erreur. Comme j'ai dit, nous étions dans une sorte d'opposition des diabolisations. Vous allez encore vous rappeler qu'en 2005, lorsque nous partions au référendum, l'UDPS avait demandé à la population de ne pas voter pour la Constitution. Plusieurs autres partis politiques, à l'époque, moi j'étais MLC, on a sensibilisé la population à voter pour la Constitution. Mais l'UDPS a demandé au peuple de ne pas voter cette Constitution. Voilà. Donc, je dis, l'opposition aujourd'hui a pour modèle l'école UDPS. Je me dis aujourd'hui aussi, l'UDPS doit, en tout cas, encaisser les coups parce qu'il a été les premiers professeurs de l'opposition au Congo. Donc, ce que l'UDPS vit avec la MOUCA, ou FCC. Avec les FCC, l'UDPS doit se dire que nous avons été bien assimilés, la matière a été bien comprise. Mais je crois que lorsque nous allons arriver à notre 4e cycle électoral, 5e cycle électoral, 6e, 7e, 8e, on va avoir une certaine stabilité parce qu'on aura compris finalement comment fonctionnent les principes démocratiques dans un État. Au niveau du Parlement. Que répondez-vous à ces analystes qui pensent que aujourd'hui, Tshisekedi est en train de planter le décor de sa réélection, comme Kabila le faisait en 2018. La Cour constitutionnelle, il a la CENI, il a le Parlement. Donc, le décor est planté pour sa réélection. Que répondez-vous à ceux qui pensent comme cela? C'est un discours qu'on a déjà connu, c'est déjà entendu, c'est du déjà vu dans ces pays. En 2006, l'opposition a dit la même chose sur le pouvoir de Kabila. En 2011, nous avons dit la même chose sur le pouvoir de Kabila. En 2018 encore, on avait dit la même chose. Donc, les discours ne doivent pas changer aujourd'hui et c'est de leurs droits les plus légitimes. On ne va pas les leur empêcher. La vérité n'est pas celle-là. Voilà. Donc, lorsque vous êtes dans votre peau d'opposant, vous dites non à tout aussi. Il y a des opposants qui se disent opposants radicaux. Vous pouvez espérer, c'est pas... quelque chose de bon de quelqu'un qui se dit opposant radical, ou vous pouvez espérer quelque chose de bon de la part de celui qui se dit résistant. Même lorsque des routes sont construites, celui qui est résistant va résister. Il va résister à ce que les routes soient créées. Voilà, parce qu'il est résistant. Donc, je dis, c'est un discours qu'on a déjà entendu, mais chercher à se maintenir au pouvoir, c'est un droit légitime lorsqu'on est au pouvoir, mais en respectant la loi. Le président Tshisekedi, s'il va obtenir un second mandat, c'est son droit le plus légitime. C'est son droit. Il reviendra au peuple congolais, au regard de son bilan, de pouvoir déterminer s'il doit revenir ou non. Mais chercher à rester au pouvoir jusqu'en 2028, c'est un droit garanti par la Constitution parce que la Constitution lui consacre 2 mandats. D'accord, on est en train de chuter. Là, je pose la question en tant que cadre de la FDCA, de Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est pratiquement cette coquille qui a beaucoup de membres. On ne sait pas exactement dire qui joue quel rôle. C'est vrai qu'il y a certaines restructurations. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui le président Bahati comme étant le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation? Le président Bahati a posé des actes qui peuvent le faire identifier comme le coordonnateur de l'Union sacrée. Des actes qu'il a posés. Par exemple, le tout récent, c'est la liste des tickets des gouverneurs de l'Union sacrée. Voilà, lorsqu'il est désigné pour faire le travail là, pour signer la liste qui est allée partout à travers les pays, on peut l'identifier comme tel. Même si au niveau de chaque province, on n'a pas identifié clairement le rôle de chacun, mais au niveau central, il est clairement établi qu'il joue le rôle du coordonnateur. Voilà, même si, comme j'ai dit, la structuration n'a pas suivi cette charpente normale qui commence de la tête jusqu'à la base, mais nous constatons simplement, dans les faits qui sont posés, que Bahati
est en train de jouer un rôle important dans l'Union sacrée. Il pourrait aussi être candidat en 2028 au nom de l'Union sacrée de la nation, en remplacement de, comme on dit, le dauphin du président Tshisekedi. Vous parlez déjà de 2028? C'est une probabilité. Mais 2023, on n'est même pas encore arrivé. Il y a une question, simplement. On peut projeter, on peut se projeter. Il faut d'abord que Dieu nous donne la vie. Il faut que Dieu nous donne la bonne santé. Il a ses ambitions politiques, on le sent de temps en temps quand il s'exprime. Ce qui est vrai, c'est qu'en 2023, Bahati Lukwebo accompagne le président de la République pour son second mandat. Pour 2028, si Jésus ne revient pas, il peut toujours avoir des ambitions pour être candidat président de la République. Et moi, je les lui conseille. Donc voilà. En 2023, Fayoulou dans la rue, Mouzito dans la rue, Katumbi dans la rue, peut-être aussi Bemba dans la rue, Kabila déjà dans la rue. Comment voyez-vous la période post-électorale? Je ne suis pas un devin, mais seulement, comme on dit en politique, les alliances se font et se défont. Nous avons vu ce qui s'est passé au Katanga. Nous avons compris que les alliances peuvent être des alliances qui s'étaient défaites, peuvent se refaire. Donc, pour 2023, on aura constaté encore plusieurs autres surprises. Donc, mais les surprises vont aller dans tous les sens. Dans le sens de la consolidation de l'Union sacrée, tout comme dans le sens de la consolidation ou de l'affaiblissement de notre camp. Donc, voilà. Merci beaucoup. En attendant, on observe ce qui se passe. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Avant de désannoncer l'émission, on passe à la deuxième étape de l'émission. C'est les photos accompagnées de commentaires. Vous allez voir quelques photos défiler. Vous allez placer un mot ou votre point de vue sur les photos que vous verrez. On va prendre la première image. Vous voulez un commentaire sur lui? Tout à fait. C'est M. Moïse Katumbi. Et puis? Un politicien versatile qui ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. Il est lui-même dans l'Union sacrée. Il est lui-même? Oui, lui-même dans l'Union sacrée. Il est lui-même, je ne sais pas, dans la Mouka, s'il est encore là. Il est lui-même dans les blocs patriotiques. Il est lui-même aussi dans les forums entre Katangais, dans la réconciliation avec les PPRD. Donc voilà. Mais sa plus grande faiblesse, c'est sa plurinationalité. Sa plurinationalité. Voilà, sa plus grande faiblesse. Merci Chris Mukendi. Une autre photo. Mapan. Ces messieurs, en réalité, devraient être en prison pour avoir causé la misère du peuple congolais à travers le projet Boukangalonzo, pour lesquels l'État congolais a déboursé 287 millions de dollars pour résoudre les problèmes de la faim au Congo, les problèmes de la pauvreté, les problèmes de l'emploi. Et ces projets aujourd'hui n'est-ce pas la justice de dire qu'il est coupable ou bien il est innocent? C'est pas la justice de non, moi je dis pas qu'il est coupable. Je dis. Vous dites qu'il est à la base de la pauvreté non, mais justement parce qu'il a conduit un projet qui a sorti 287 millions de dollars et ce projet a été une débâcle. Boukangalonzo, il n'y a rien, mais l'argent est sorti. Par contre, nous avons vu une université privée poussée dans les Kindu. Qui lui appartient. Une très grande université. Qui lui appartient. Alors que l'État congolais n'a pas d'université moderne à ce stade-là, à ce standing-là. Donc voilà. On va avancer. Steve Mbikai. Lui, c'est mon vieux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, juste une question. Vous voyez l'image? Steve Mbikai, d'abord, c'est un allié à la FDCA. À un certain moment, il a, je crois, été utilisé pour combattre Modeste Bahati, mais il est revenu à la raison. C'est un grand promoteur d'école. Son école, le Cartésien, qui est une école de référence dans le pays. Je crois que c'est un monsieur important, surtout dans le secteur de l'éducation. D'accord. On va prendre notre image. Mais attendez. Papa Mbosso. Lui, c'est les doyens.
le doyen de l'Assemblée nationale d'abord. Et je crois qu'il devrait être le plus sage. Il devrait. Il devrait. Donc, Voilà. Non, je le souhaite. donc, Non, mais j'ai pas dit donc, moi. J'ai pas dit donc. c'est une question que je pose. Donc, voilà, je lui souhaite longue vie. Hein? Et voilà, il est avec nous au sein de l'Union sacrée. Ouais, je pense qu'il est en train de jouer un rôle majeur aussi. Voilà, donc longue vie à Papa Mbosso. Longue vie à Papa Mbosso, il devrait être sage. Une autre photo. Mais le président du Sénat, Modeste Bahati, vous savez, ce n'est pas pour lui faire des éloges. J'ai été au MLC, j'ai travaillé avec Jean-Lucien Boussa, j'ai travaillé avec Mokolo Mpombo, j'ai travaillé avec Modeste Bahati. S'il n'existait pas, j'allais les créer. Là, c'est un langage. Ça veut dire que c'est un monsieur extraordinaire. C'est une école. Bahati est une école. J'ai, à ses côtés, appris l'essence de l'organisation politique, où j'apprends encore l'essence de l'organisation politique. J'ai fait mon parcours de politicien, j'étais militant, mais avec Bahati, j'apprends l'essence de l'organisation politique, la manière dont il structure son parti politique, la manière dont il est méticulé, très structuré. Voilà, j'aimerais bien lui ressembler. D'accord. On va avancer. Adolphe Mouzitou. Fumons pas. Il y a encore d'autres photos après Mouzitou? Ah, on va. Je dois me préparer, hein, parce que là, je n'étais pas préparé à suivre tout ça, toutes ces photos. Mais c'était un ancien Premier ministre. Je l'ai farouchement critiqué par le passé, mais il a posé un geste le 6 mai, un geste de patriotisme et de bon sens. Lorsqu'il a appris que le bloc patriotique est financé par Kabila, une enveloppe qui devrait servir à la logistique de l'activité du 6 mai lui a été apportée et il a refusé cela. Et il a inspiré mon respect. Voilà, donc on peut lui reprocher tout ce qu'on peut lui reprocher. Je crois que, comme tout acteur politique dans les pays, on aurait des choses à lui reprocher. Mais ces derniers jours, il m'a inspiré du respect. Je pense que c'est la dernière image. Voilà, la toute dernière image alors, pour clôturer l'émission. Une femme extraordinaire. Maman Olive. Ouais. Voilà, qui a été aux côtés du président Kabila, que j'ai combattu. Mais j'ai fait un tweet une fois contre Maman Olive. 10 ans. Et non, je ne le dis pas. J'ai cherché à connaître le niveau d'études de Maman Olive dans les tweets. J'ai cherché à connaître son niveau d'études. Et ce tweet a été beaucoup partagé et ça lui est parvenu. Il a demandé à quelqu'un de me répondre pour me dire ce qu'il en était de son niveau d'études et qu'elle n'en avait pas honte. Et elle m'a inspiré respect. Voilà, donc respect à cette femme qui a été pendant tout ce temps aux côtés du président Kabila, même si nous fustigeons les bilans de M. Kabila, mais c'est une femme qui mérite beaucoup de respect. Merci beaucoup Chris Mukendi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, même si vous m'avez fait la surprise avec votre affichage de photos avec commentaires que je devais appuyer. Je pense que je n'ai pas heurté les consciences des uns des autres. Mais bon, c'était une opinion libre. Donc, tout ce que j'ai dit, ça n'engage que moi. Voilà, comme on ne tient pas trop rigueur. Merci beaucoup Chris Mukendi. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez
aimé ce numéro de Face à Face qui abordait l'actualité de l'heure sur la désignation du juge constitutionnel. Nous avons essayé un peu d'extrapoler sur d'autres sujets. Merci de nous avoir suivis et excellent suite de programme sur Congo Buzz Télévision. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Au revoir. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si zombies noirs, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Congo.